La commode Louis XVI avait disparu. Je suis restée debout dans le salon, appuyée sur ma canne, le souffle coupé comme si quelqu'un venait de me frapper en pleine poitrine. L'espace vide contre le mur du fond ressemblait à une plaie béante. Pendant 43 ans, cette commode avait occupé exactement cet endroit, entre les deux fenêtres qui donnent sur le jardin. 43 ans. Et maintenant, à sa place, il n'y avait que le rectangle pâle du parquet qui n'avait jamais vu la lumière du soleil. Je m'appelle Madeleine Beaumont. J'ai 73 ans. Je suis veuve depuis 8 ans et jusqu'à ce matin de novembre, je croyais connaître la douleur. Je me trompais. Mes jambes ont commencé à trembler. Pas de cette façon dont elles tremblaient encore parfois depuis ma chute, celle qui m'avait envoyée en rééducation pendant 1 mois entier. Non, c'était autre chose. Un tremblement qui partait de quelque part de plus profond, de cet endroit en moi où j'avais rangé tous les souvenirs de mon défunt mari, de mes années de travail, de ma vie entière passée à redonner vie aux belles choses que le temps avait abîmées. J'ai fait un pas en avant, puis un autre. Le parquet craquait sous mes pieds, exactement comme il l'avait toujours fait, ce son familier que j'entendais depuis que j'avais emménagé ici avec Roger en 1981. Mais quelque chose avait changé dans l'acoustique de la pièce. Le son résonnait différemment, plus creux, plus vide. Le bureau Arnaud-Jo n'était plus là non plus. J'ai senti mes genoux céder et j'ai dû m'agripper au dossier du fauteuil le plus proche pour ne pas tomber. Ma gorge s'est serrée. Le bureau que j'avais passé 6 mois à restaurer, celui dont les marqueteries représentaient des iris entrelacés, celui que j'avais sauvé d'une brocante de Montauban où il pourrissait dans une grange humide, disparu. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà ressenti ce vertige particulier, ce moment où vous rentrez chez vous et où quelque chose d'essentiel a changé sans votre consentement. Dites-moi en commentaire si cela vous est arrivé. Je ne suis pas la seule, n'est-ce pas? Je me suis forcée à respirer. Une inspiration, une expiration, exactement comme la kinésithérapeute me l'avait appris pendant ma rééducation. J'ai regardé autour de moi, inventoriant les dégâts comme on examine un champ de bataille après la tempête. La console Empire, celle avec les sphinx en bronze doré que j'avais dénichée lors d'une succession à Albi, disparue. La paire de fauteuils Voltaire que j'avais recouvert moi-même d'un velours de lion couleur bordeaux, disparue. Le guéridon Napoléon III avec son plateau en marbre griotte, disparu. À leur place, alignés avec une précision chirurgicale qui me donnait la nausée, se trouvaient des meubles que je ne reconnaissais pas. Des lignes droites, du blanc, du gris, des surfaces lisses et froides comme des pierres tombales. Du mobilier d'une chaîne suédoise dont je ne voulais pas prononcer le nom, comme si le dire à voix haute rendrait ce cauchemar plus réel encore. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir derrière moi. « Maman », a dit la voix de Philippe, mon fils, « on ne t'attendait pas avant demain. » Je me suis retournée lentement. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, son manteau encore boutonné, ses clés à la main. À côté de lui, Céline, ma belle-fille, affichait ce sourire que je connaissais bien. Ce sourire qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. « Surprise ?» a-t-elle dit. « On voulait te faire la surprise. » Le mot est resté suspendu entre nous comme une menace. Surprise. Comme si vider ma maison de tout ce qui avait fait ma vie était une attention délicate, un cadeau d'anniversaire, une preuve d'amour. Je n'ai pas pu parler tout de suite. Les mots se bousculaient dans ma gorge, s'entrechoquaient, refusaient de sortir dans le bon ordre. J'ai regardé mon fils, cherchant sur son visage une explication, une excuse, quelque chose qui donnerait un sens à ce que je voyais. Philippe a 52 ans. Il a les yeux de son père, ce bleu délavé qui me faisait fondre quand j'avais 20 ans. Mais ce jour-là, ses yeux fuyaient les miens. Il regardait le sol, les murs, n'importe quoi sauf ma figure. « On a pensé que ce serait plus pratique », a continué Céline en s'avançant dans le salon. Elle portait des talons qui claquaient sur le parquet, des talons aiguilles dans la maison de plain-pied où Roger et moi avions toujours marché pieds nus pendant l'été.
Tous ces vieux meubles prenaient tellement de place. Et avec ton accident, on s'est dit que tu aurais besoin d'un environnement plus adapté, plus moderne, plus facile à nettoyer. Sa voix avait cette qualité particulière qu'elle utilisait quand elle voulait paraître raisonnable, douce, condescendante, la voix qu'on prend pour parler aux enfants ou aux personnes âgées qu'on considère comme incapables de penser par elles-mêmes. Mes meubles, ai-je finalement réussi à articuler. Où sont mes meubles? Céline a échangé un regard avec Philippe, un de ces regards de couple qui contiennent des conversations entières, des décisions prises à huis clos, des complots ourdis dans l'intimité de leur chambre à coucher. On les a vendus, a dit Philippe. Sa voix était plate, presque mécanique, comme s'il récitait un texte appris par cœur. Sur Le Bon Coin, Céline s'en est occupée pendant que tu étais en rééducation. On a pensé que ce serait plus simple comme ça, que tu n'aurais pas à t'en préoccuper. Plus simple, le mot m'a frappé comme une gifle. Je dois vous expliquer quelque chose pour que vous compreniez, pour que vous saisissiez l'ampleur de ce qui venait de se passer. Laissez-moi revenir en arrière, remonter le fil du temps jusqu'à l'endroit où tout a commencé. J'ai découvert ma passion pour les antiquités à 17 ans, dans l'atelier de mon oncle Marcel, rue des Arts à Toulouse. Il était ébéniste, restaurateur, gardien d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Je me souviens encore de l'odeur de cet atelier, le bois, la cire d'abeille, la térébenthine. Un parfum qui s'était imprégné dans mes narines et qui ne m'avait jamais quitté. Oncle Marcel m'avait appris à regarder, pas seulement à voir, mais à regarder vraiment, à distinguer un meuble d'époque d'une copie du XIXe siècle, à reconnaître la patine du temps, cette usure particulière que les faussaires n'arrivent jamais à reproduire parfaitement, à sentir sous mes doigts la différence entre un assemblage à tenon et mortaise fait à la main et un travail de machine. « Tu as l'œil, petite, me disait-il en souriant sous sa moustache grise. C'est un don, il ne s'apprend pas, on est avec ou on ne l'a pas. J'ai passé ma vie entière à cultiver ce don, à le nourrir, à le perfectionner. Après mon mariage avec Roger, j'ai ouvert mon propre atelier de restauration dans le quartier des Antiquaires de Toulouse. Pendant 35 ans, j'ai travaillé sur des pièces qui venaient de toute la région, parfois de plus loin encore. Des commodes, des secrétaires, des consoles, des tables. Chaque meuble avait son histoire. Chaque restauration était une conversation avec le passé. Et puis, il y avait eu la commode Louis XVI. Je l'avais trouvée en 1985 lors d'une vente aux enchères à Bordeaux. Elle était dans un état lamentable. Les bronzes avaient été arrachés, le marbre était fendu, le plaquage de bois de rose se décollait par plaques entières. La plupart des acheteurs présents ce jour-là ne lui avaient même pas accordé un regard. Mais moi, j'avais vu. J'avais vu, sous les couches de crasse et de vernis noirci, la grâce des lignes, l'élégance des proportions, la qualité exceptionnelle de l'ébénisterie. J'avais reconnu le travail d'un maître, peut-être même celui de Risonneur ou d'un de ses élèves directs. J'avais acheté cette commode pour une somme dérisoire, 3 000 francs de l'époque. Les autres acheteurs m'avaient regardé avec un mélange de pitié et d'amusement. Cette pauvre femme qui s'encombre d'un tas de bois pourri, devait-il penser. La restauration m'avait pris 2 ans. 2 ans de travail minutieux, patient, amoureux. J'avais reconstitué les bronzes manquants d'après des modèles d'époque. J'avais remplacé le marbre par une pièce authentique dénichée chez un marbrier de Carrare. J'avais recollé chaque feuille de plaquage, poli chaque surface, redonné vie à chaque détail. Quand j'avais enfin terminé, j'avais fait authentifier la commode par un expert de Drouot. Je me souviens encore de son expression quand il l'avait examinée. De l'incrédulité d'abord, puis de l'émerveillement, puis du respect. « Madame Beaumont, m'avait-il dit, vous avez entre les mains une pièce exceptionnelle, fin XVIIIe siècle, probablement sortie des ateliers royaux. En l'état actuel, après votre restauration magistrale, je l'estime à au moins 150 000 francs. 150 000 francs en 1987, l'équivalent de 25 000 € aujourd'hui, peut-être davantage avec l'inflation et la rareté croissante des pièces authentiques.
J'avais le certificat. Je l'avais rangé dans le tiroir secret de mon secrétaire, celui que seuls les vrais connaisseurs savent trouver, avec tous les autres documents, les factures, les expertises, les photos avant et après restauration. Et maintenant, cette commode avait été vendue sur le Bon Coin. Combien ? Ai-je demandé. Ma voix ne tremblait plus. Elle était devenue très calme, très froide, comme la surface d'un lac gelé qui cache des profondeurs insondables. Céline a haussé les épaules, avec cette désinvolture qui m'avait toujours irritée. « Oh, tu sais, ces vieux meubles, ça ne vaut plus grand-chose de nos jours. Les gens veulent du moderne, du pratique. J'ai eu du mal à tout écouler. Pour la grosse commode avec les trucs en métal, j'ai trouvé un type qui m'a donné 300 €. Il a fallu négocier, tu sais. Il trouvait ça trop chargé. » 300 €! Vous avez bien entendu, 300 € pour une commode Louis XVI authentifiée, restaurée par mes soins, estimée à 25 000 €. 300 €! J'ai dû m'asseoir. Mes jambes ne me portaient plus. Je me suis laissée tomber dans un de ces fauteuils inconnus, ce cube de tissu gris sans âme qui avait remplacé mes Voltaire bien-aimés. Le coussin s'est affaissé sous mon poids avec un bruit mou qui ressemblait à un soupir de défaite. « Et le bureau ?» ai-je demandé. « Le bureau Art Nouveau avec les iris ?»« Celui-là, c'était plus compliqué, » a répondu Céline. « Personne n'en voulait. Trop encombré, trop tarabiscoté. J'ai fini par le donner à un brocanteur qui passait. Il m'a débarrassé aussi de la petite table avec le dessus en marbre rouge. Bon débarras, si tu veux mon avis. Ça faisait maison de grand-mère, tout ça. Donné! Elle avait donné le bureau Art Nouveau! 8 000 € de valeur marchande, 6 mois de mon travail, des marqueteries que j'avais reconstituées pièce par pièce, certaines pas plus grandes qu'un ongle, dans des bois exotiques dont certains n'existent même plus aujourd'hui. Donné! Je vous pose la question, à vous qui m'écoutez en ce moment, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous crié, pleuré, frappé? Dites-le-moi en commentaire. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas folle. Moi, je n'ai rien fait de tout cela. Je suis restée assise dans ce fauteuil étranger, les mains posées sur les accoudoirs, le regard fixé sur l'espace vide où se trouvait autrefois ma commode. Je sentais quelque chose se briser en moi, mais silencieusement, comme ces fissures qui apparaissent dans le bois ancien sans faire de bruit. Philippe s'est approché. Il s'est agenouillé devant moi, a pris mes mains dans les siennes. Ses paumes étaient moites. « Maman, écoute, Céline voulait bien faire. On s'inquiétait pour toi, tu comprends? Cette maison était devenue un danger, trop encombrée, trop pleine de choses auxquelles qui te cognaient. Ta chute, c'était un avertissement. On ne voulait pas que ça se reproduise. » Sa voix avait ce ton suppliant qu'il avait eu enfant quand il essayait de m'amadouer après une bêtise. Je le connaissais par cœur, ce ton, et pour la première fois de ma vie, il me faisait mal plutôt que de m'attendrir. Ma chute, ai-je dit lentement, s'est produite dans le jardin, sur une marche glissante, pas à l'intérieur. Il a cligné des yeux, sa bouche s'est ouverte puis refermée. Derrière lui, Céline s'est raidie. J'ai vu quelque chose passer sur son visage, une ombre, une crispation fugitive autour de sa mâchoire. « Quand même, a-t-elle dit, c'est plus sûr maintenant, plus aéré, tu vas voir, tu vas t'y habituer. Et puis franchement, Madeleine, il faut vivre avec son temps. Ces antiquités, c'est dépassé, ça intéresse plus personne. Les jeunes veulent du scandinave, du minimaliste. Ton fils travaille dans le design moderne, il sait ce qui se fait. » Je l'ai regardé, vraiment regardé. Pour la première fois en 15 ans de mariage avec mon fils, j'ai regardé Céline comme si elle était un meuble que je devais évaluer. 47 ans, blonde décolorée, racines apparentes, maquillage impeccable mais trop appuyé, des vêtements de marque achetés en solde, je le savais parce qu'elle s'en vantait, un sac à main qu'elle prétendait être du vrai cuir italien mais dont les coutures trahissaient une origine bien plus modeste. Elle avait toujours voulu cette maison. La révélation m'a frappée avec la force d'une évidence longtemps refoulée. Intime, mais intimant de tas de plis. Depuis leur premier dîner ici, j'avais vu dans ses yeux cette façon de regarder les pièces, de les mesurer, de les jauger. Pas comme quelqu'un qui admire, comme quelqu'un qui calcule.
À l'époque, j'avais cru qu'elle s'intéressait aux antiquités, qu'elle appréciait mon travail. Quelle idiote j'avais été! Vous savez, quand on vieillit, on a tendance à se remettre en question, à douter de soi, à se demander si nos souvenirs sont fiables, si notre jugement est encore bon, si nous ne sommes pas en train de devenir ces vieilles personnes paranoïaques et aigries dont tout le monde se moque. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai beaucoup douté, beaucoup trop. Mais ce soir-là, dans mon salon méconnaissable, une certitude s'est cristallisée en moi. Ce n'était pas de la paranoïa, ce n'était pas de la sénilité. Ma belle-fille avait délibérément détruit le travail de toute une vie, et elle l'avait fait avec méthode, avec préméditation, avec une cruauté tranquille qui me glaçait le sang. Je me suis levée. « Je voudrais voir les annonces, » ai-je dit, « celles que tu as publiées sur Le Bon Coin. » Céline a ri, un petit rire aigu, nerveux. « Oh, mais elles sont supprimées depuis longtemps. Tout est parti très vite, tu sais, en quelques jours. C'est incroyable comme les gens se jettent sur le gratuit ou le pas cher. » Je vois. Je suis sortie du salon. J'ai traversé le couloir, celui dont les murs portaient encore les marques plus claires là où étaient accrochées mes gravures anciennes, elles aussi disparues. J'ai ouvert la porte de mon atelier, ou plutôt de ce qui avait été mon atelier. La pièce était vide, entièrement vide. Mon établi, mes outils, mes beaucoup de pigments, mes brosses, mes spatules, mes scalpels de marqueterie, mes stocks de plaquages précieux, certains récupérés sur des meubles irréparables, d'autres achetés à prix d'or auprès de fournisseurs spécialisés. Mes livres techniques, certains datant du XIXe siècle, introuvables aujourd'hui. Tout avait disparu. Le sol en terre cuite que j'avais moi-même posé avec rejet, été après été, était nu. Il y avait des traces de balais, comme si quelqu'un avait voulu effacer jusqu'à la poussière de bois qui s'était accumulée pendant décennies. Mon cœur s'est arrêté, littéralement arrêté. Pendant un instant qui a duré une éternité, j'ai cru que j'allais mourir là, debout dans cette pièce vide, au milieu des fantômes de tout ce que j'avais perdu. Et puis le souffle est revenu. Et avec lui, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Une colère froide, dure, brillante comme une lame de couteau. « Les certificats » ai-je dit, sans me retourner. Je savais qu'il m'avait suivi, qu'il se tenait derrière moi dans l'embrasure de la porte. « Les certificats d'authenticité, les expertises, les photos, où sont-ils » Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis la voix de Céline, légèrement moins assurée qu'avant. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Il n'y avait que de vieux papiers dans ton bureau, des factures périmées, des trucs sans importance. J'ai tout jeté. » Elle avait tout jeté. Des décennies de documentation, des preuves irréfutables de la valeur de chaque pièce, des photos avant-après qui témoignaient de mon travail, de mon expertise, de ma contribution à la préservation du patrimoine. À la poubelle. C'est à ce moment-là que Philippe est intervenu. Pour la première fois depuis notre arrivée, il a élevé la voix. « Maman, arrête! Tu fais une scène pour rien. Ce ne sont que des meubles, des objets. Ce n'est pas comme si on avait vendu quelque chose d'important. On t'a juste aidé à faire du tri, c'est tout. » Je me suis retournée pour faire face à mon fils. Il avait l'air fatigué, des cernes sous les yeux, une mâchoire crispée. Je connaissais cette expression. C'était celle qu'il avait quand il mentait et qu'il le savait. « Des objets » ai-je répété. « C'est ce que tu penses ?» Il n'a pas répondu. « La commode Louis XVI, ai-je continué, valait 25 000 €. J'ai le certificat d'expertise. Ou plutôt, j'avais le certificat d'expertise. Le bureau Art Nouveau, 8 000 €. La console Empire, au moins 6 000. Les fauteuils Voltaire, la paire, 4 000. Et ce n'est que le début de la liste. » J'ai vu le visage de Céline changer. Ses yeux se sont écarquillés, ses lèvres se sont entr'ouvertes. Pendant une fraction de seconde,
j'ai aperçu quelque chose qui ressemblait à de la peur. Puis, le masque s'est remis en place. « Tu exagères, a-t-elle dit. Comme toujours. Ces prix ridicules, c'est dans ta tête. J'ai fait des recherches, tu sais, sur Internet. Les meubles anciens, ça ne vaut plus rien. Les antiquaires eux-mêmes n'en veulent plus. Le marché s'est effondré. Les antiquaires eux-mêmes n'en veulent plus. » Cette phrase m'a donné une idée. Je n'ai plus dit un mot ce soir-là. J'ai laissé Philippe et Céline s'agiter autour de moi, me proposer du thé, me dire de me reposer, m'assurer qu'avec le temps, je comprendrais que c'était pour mon bien. Je les ai laissés partir vers 22 heures, après avoir décliné leur offre de rester dormir pour s'assurer que j'allais bien. Dès que leur voiture a disparu au bout de la rue, j'ai décroché mon téléphone. Bernard Delcourt, mon vieil ami Bernard, antiquaire depuis 40 ans, spécialisé dans le mobilier du XVIIIe siècle, le seul homme à qui Roget ait jamais fait entièrement confiance dans le métier. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'il ne réponde. « Madeleine ?» Sa voix grave, reconnaissable entre mille. « Ça fait plaisir de t'entendre. Comment vas-tu ? J'ai su pour ta chute. »« Bernard, ai-je dit, j'ai besoin de ton aide. » Et je lui ai tout raconté. Le silence qui a suivi mon récit a duré longtemps. Je pouvais entendre Bernard respirer à l'autre bout du fil, ce souffle légèrement rauque de fumeur repentie qui le caractérisait. Puis il a dit, avec une lenteur délibérée, « La commode, Louis XVI, celle avec les bronzes aux têtes de bélier, oui. 300 €, oui. » Nouveau silence. Puis un bruit que j'ai mis un moment à identifier. Bernard riait. Mais ce n'était pas un rire joyeux, c'était ce rire amer, incrédule, qu'on a quand on entend quelque chose de si absurde qu'on ne trouve pas les mots pour réagir. « Mon Dieu, Madeleine, mon Dieu !»« Je sais. Tu as une idée de qui l'a acheté ? » ?»« Non. Céline prétend avoir supprimé les annonces et les messages. Mais Le Bon Coin garde des archives, a dit Bernard. Et puis, dans notre milieu, les nouvelles circulent vite. Une commode comme celle-là, même vendue pour une bouchée de pain, ça ne passe pas inaperçu longtemps. Quelqu'un finira par l'identifier. C'est ce que j'espérais. Laisse-moi quelques jours. Je vais passer des coups de fil, secouer le cocotier, comme on dit. Si ta commode est quelque part dans la région, je la retrouverai. Merci, Bernard. Une pause, puis, d'une voix plus douce, « Tu vas tenir le coup ?» J'ai regardé autour de moi, dans cette maison qui n'était plus tout à fait la mienne. « Je vais tenir, ai-je dit. » 2 semaines plus tard. Le coup de téléphone est arrivé un mardi matin, alors que je prenais mon café dans la cuisine, la seule pièce que Céline n'avait pas touchée, probablement parce qu'elle était déjà équipée d'appareils modernes que j'avais achetés après la mort de Roger. « Madeleine, c'est Bernard. Je l'ai retrouvé. » Mon cœur a fait un bond. La commode ? La commode ? Elle est chez un brocanteur de Montpellier, un type qui s'appelle Gérard Fabre. Il l'a achetée à un particulier il y a 3 semaines. Le particulier correspondrait à ta description de l'acheteur sur Le Bon Coin. Combien ce Fabre l'a-t-il payé ? 6 000 €. 6 000 €. L'acheteur de Le Bon Coin avait donc fait une plus-value de 5 700 € en quelques jours. Et Fabre, lui, savait probablement très bien qu'il tenait une pièce exceptionnelle. Et maintenant, combien il en demande ? Bernard a soupiré. 30 000. J'ai fermé les yeux. 30 000 €, plus que l'estimation initiale, parce que Fabre, lui, connaissait la valeur de ce qu'il avait entre les mains. Mais il y a autre chose, a continué Bernard. Fabre ne sait pas que la commode vient de chez toi. Il ne sait pas qu'elle a été vendue sans le consentement de la propriétaire. Personne ne le sait encore. Qu'est-ce que tu suggères ? Je suggère qu'on aille lui rendre une petite visite, toi et moi, et peut-être Maurice Blanchard aussi. Tu te souviens de Maurice ? Il est devenu commissaire-priseur à Drouot. Sa parole a du poids. 1 semaine plus tard, nous étions dans le train pour Montpellier. D'où m'écoutez-vous en ce moment ? De quelle ville ? De quel village ? Dites-le moi en commentaire.
Je suis curieuse de savoir jusqu'où cette histoire voyage. Moi, je regardais par la fenêtre défiler les paysages du sud, les vignes d'automne aux feuilles rousses, les villages perchés sur leurs collines, cette campagne que j'avais traversée des centaines de fois pour aller dénicher des trésors oubliés dans des greniers poussiéreux. Bernard était assis en face de moi. À 75 ans, il avait gardé cette prestance qui impressionnait les acheteurs et intimidait les vendeurs. Costume 3 piastres, pochette de soie, chaussures impeccablement cirées. Le parfait gentleman antiquaire. « Tu as apporté les photos ?» m'a-t-il demandé. J'ai tapé sur mon sac à main. Tout ce que j'ai pu récupérer. Les photos avant restauration, celles que j'avais envoyées par email à l'expert il y a 20 ans, et la copie du certificat d'authenticité. L'original est parti avec le reste, mais j'avais scanné tous mes documents importants sur l'ordinateur de Philippe il y a quelques années. Céline ne le savait pas. Bernard a hoché la tête avec satisfaction. « Parfait, c'est tout ce dont nous aurons besoin. » Le magasin de Gérard Fabre se trouvait dans une ruelle pavée du centre historique de Montpellier. La vitrine, encombrée d'un bric-à-brac hétéroclite, ne payait pas de mine. Mais je savais que les meilleurs trésors ne sont jamais exposés en devanture. Nous sommes entrés. Une clochette a tinté. L'odeur de vieux bois et de cire m'a enveloppée comme un châle familier. Et puis, je l'ai vue, ma commode. Elle était là, dans le fond de la boutique, légèrement de biais pour mettre en valeur ses courbes gracieuses. Les bronzes dorés captaient la lumière qui filtrait par la verrière du plafond. Le marbre blanc veiné de gris luisa doucement. Le plaquage de bois de rose avait cette patine chaude, profonde, que seules les décennies de soins attentifs peuvent donner. Mes yeux se sont embués. Je ne m'y attendais pas. J'avais cru être préparée, blindée, professionnelle. Mais en voyant cette commode, c'est toute ma vie qui m'est revenue en pleine figure. Les heures passées à la restaurer, les discussions avec Roger sur le choix des bronzes. Ce soir de 1987, où nous avions sablé le champagne pour célébrer l'expertise. 40 ans de souvenirs concentrés dans un meuble de 80 cm de haut. Bernard m'a pris le bras. « Respire, Madeleine, respire. » Un homme est apparu au fond du magasin. Petit, rond, la cinquantaine bien tassée, avec des lunettes rondes et un gilet de laine qui avait connu des jours meilleurs. Gérard Fabre. « Monsieur, dame, bonjour, je peux vous aider ?» Bernard s'est avancé, sa main tendue, son sourire de négociateur en place. « Monsieur Fabre ?» Bernard Delcourt, nous nous sommes parlé au téléphone. « Ah oui, vous êtes l'antiquaire de Toulouse, celui qui s'intéresse à ma commode Louis XVI. »« Votre commode !» Le possessif m'a fait mal. Bernard a hoché la tête. « Puis-je vous présenter mon associée, Madame Beaumont? Elle est experte en mobilier du XVIIIe siècle. » Fabre m'a regardé avec un intérêt nouveau. Les experts dans notre milieu sont des gens qu'on traite avec respect. Ils peuvent faire ou défaire une fortune d'un seul mot. Madame Beaumont, enchantée. Je me suis approchée de la commode. J'ai tendu la main, laissé mes doigts effleurer le bois. Il était chaud sous ma paume, vivant. Belle pièce, ai-je dit, d'une voix que je m'efforçais de garder neutre. N'est-ce pas? Fabre s'est frotté les mains. Une trouvaille exceptionnelle, fin 18e, probablement sortie des ateliers royaux. J'en demande 30 000, mais pour un confrère, je suis prête à discuter. J'ai ouvert le premier tiroir. L'intérieur était garni de papier marbré que j'avais moi-même collé en 1986. Dans le coin gauche, presque invisible, il y avait une petite tache d'encre. Une tache que j'avais faite en renversant mon encrier, un après-midi d'hiver où Roger m'avait fait sursauter en rentrant plus tôt que prévu. J'ai refermé le tiroir. « Monsieur Fabre, ai-je dit, je dois vous informer de quelque chose. » Il a haussé un sourcil. « Oui, cette commode m'appartient. » Le silence qui a suivi était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. « Je vous demande pardon ?» J'ai sorti de mon sac la chemise contenant mes documents.
Cette commode a été vendue à mon insu pendant mon absence par un membre de ma famille, sans mon autorisation, sur Le Bon Coin, pour 300 €, à quelqu'un qui vous l'a ensuite revendue 6 000. Je peux le prouver. Fabre a pâli. C'est impossible, le vendeur m'a assuré. Le vendeur vous a menti, ai-je coupé, ou il ne savait pas lui-même d'où venait cette commode. Peu importe. Voici les photos de la restauration que j'ai effectuée entre 1985 et 1987. Voici la copie du certificat d'authenticité établi par Maurice Blanchard, expert agréé près les tribunaux. Et voici, ai-je ouvert le tiroir à nouveau et désigné la tache d'encre, la preuve irréfutable que cette commode était chez moi il y a encore un mois. Fabre s'est approché, a examiné les photos, le certificat. Son visage passait par toutes les nuances du rouge. Colère, embarras, inquiétude. « Écoutez, madame, je ne savais pas. Je vous assure que je ne savais pas. J'ai acheté cette pièce de bonne foi. Les papiers étaient en règle. Enfin, ce que je pensais être des papiers en règle. Je le comprends. » Il m'a regardé, surpris par mon ton conciliant. « Je ne suis pas venu pour vous accuser, monsieur Fabre. Je suis venu pour récupérer ce qui m'appartient. Mais j'ai payé 6 000 € pour cette commode. C'est un problème entre vous et votre vendeur, pas entre vous et moi. Cette commode m'a été volée, car c'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Un vol. Et selon la loi, les objets volés peuvent être revendiqués par leur propriétaire légitime. » Fabre s'est tourné vers Bernard, comme pour chercher une alliée. « Monsieur Delcourt, voyons, c'est ridicule, on ne peut pas débarquer comme ça et… » Bernard l'a interrompu d'un geste. « Madame Beaumont est dans son droit le plus strict. Vous pouvez vérifier auprès de n'importe quel avocat spécialisé. La vente d'un bien sans le consentement de son propriétaire est nulle. Vous êtes en possession d'un bien volé. »« Je ne savais pas, » a répété Fabre, plus faiblement cette fois. « Je sais. C'est pourquoi je ne porte pas plainte contre vous. Mais je veux ma commode. » La négociation a duré 2 heures. Je vous passe les détails. Les allers-retours, les coups de téléphone, les menaces voilées et les concessions réticentes. À la fin, nous avons trouvé un accord. Fabre garderait la commode en dépôt pendant que Bernard et moi retrouverions l'acheteur de Le Bon Coin. Si celui-ci acceptait de rembourser Fabre, la commode me serait restituée. Sinon, nous passerions par la voie judiciaire. L'acheteur de Le Bon Coin, un certain Julien Mercier, habitait à Carcassonne. Bernard l'a retrouvé en moins de 48 heures. Quand nous lui avons expliqué la situation, il a commencé par nier, puis par s'indigner, puis par supplier. Il avait dépensé l'argent. Les 5 700 € de bénéfices avaient servi à payer ses dettes de jeu. « Je n'avais pas le choix », a-t-il gémi au téléphone. « Ma femme allait me quitter. Je pensais avoir fait une bonne affaire, c'est tout. Comment j'aurais pu savoir que cette dame n'était pas la propriétaire ? » Vous auriez pu vous poser la question quand quelqu'un vous a vendu une commode du XVIIIe siècle pour 300 €, ai-je répondu sèchement. Mercier n'avait pas les moyens de rembourser Fabre. Il nous a fallu 3 mois supplémentaires pour régler l'affaire. Des avocats, des médiateurs, des audiences au tribunal. À la fin, Mercier a été condamné à me verser des dommages intéressés. Il paierait par mensualité pendant les 10 prochaines années. Et la commode m'a été restituée. Je me souviens du jour où les déménageurs l'ont rapportée. C'était en février, un après-midi gris et froid. Je les ai regardés la porter à travers le jardin, passer la porte d'entrée, la remettre exactement à sa place entre les 2 fenêtres. Quand ils sont partis, je suis restée longtemps debout devant elle. J'ai touché le bois, les bronzes, le marbre. J'ai ouvert les tiroirs un par un. J'ai respiré son odeur de cire et de thym. Et puis, j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement, de joie, de gratitude. Un meuble, ça ne pleure pas, ça ne parle pas, ça ne vous dit pas qu'il vous a manqué. Et pourtant, ce jour-là, j'aurais juré que cette commode était contente de rentrer chez elle. Mais ce n'était que le début. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous offre une seconde chance, une opportunité de transformer une catastrophe en quelque chose de positif ? C'est ce qui s'est passé pour moi dans les mois qui ont suivi.
La nouvelle s'était répandue dans le milieu des antiquaires. L'histoire de Madeleine Beaumont et de sa commode Louis XVI volée faisait le tour des boutiques et des salles des ventes. Partout, les professionnels s'indignaient, commentaient, partageaient. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. D'autres meubles ont refait surface. La console Empire a été repérée par un collègue de Bernard dans une brocante de Perpignan. Le guéridon Napoléon III est apparu sur un site de vente en ligne spécialisé. L'un des fauteuils Voltaire a été identifié chez un revendeur de Nîmes. À chaque fois, le même scénario se répétait. Contact avec le vendeur, présentation des preuves, négociation, récupération. Tous les acheteurs n'ont pas été coopératifs. Certains ont refusé de rendre les pièces, arguant qu'ils les avaient acquises légalement. Avec cela, il a fallu passer par les tribunaux. Mais la loi était de mon côté, et Bernard, Maurice et les autres antiquaires qui s'étaient mobilisés formaient un réseau d'une efficacité redoutable. En 8 mois, j'ai récupéré les 3/4 de mes meubles. Pour ceux qui restaient introuvables, les acheteurs identifiés ont été contraints de me verser leur valeur estimée. Pas celle à laquelle ils les avaient achetés. La vraie valeur, celle que des experts assermentés avaient établie. Au total, Céline et Philippe ont dû payer plus de 50 000 € de dommages et intérêts. Je vous pose la question maintenant, à vous qui avez suivi cette histoire jusqu'ici. Pensez-vous que justice a été rendue? Que ces 50 000 € compensent ce qui m'a été fait? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je ne sais pas. L'argent ne remplace pas la confiance brisée. L'argent ne guérit pas la trahison. L'argent ne me rend pas les heures passées à restaurer le bureau Art Nouveau, celui qu'on n'a jamais retrouvé. Quelque part en France, peut-être même à l'étranger, mes iris de marqueterie ornent le bureau de quelqu'un qui ne sait pas d'où ils viennent, qui ne sait pas qu'une femme de 60 ans les a reconstitués, pièce par pièce, à la loupe, les doigts engourdis par l'hiver parce que l'atelier n'était pas bien chauffé. 6 mois de ma vie, disparus, irrécupérables. Et puis, il y a Philippe, mon fils. C'est le plus difficile à raconter. C'est la partie de l'histoire qui me fait encore mal quand j'y pense, même maintenant, 2 ans plus tard. Après la confrontation initiale, Philippe ne m'a plus adressé la parole pendant 4 mois. 4 mois de silence. Pas un appel, pas un message, pas une visite. Quand j'ai engagé les procédures judiciaires, c'est par son avocat que j'ai eu de ses nouvelles. Intimate, mais engageant. Varié pacing. Slow pour émotionnelle révélation, modéré pour narratif, slight gence durant confrontation. Indie chaque section question avec génuine curiosité, invitant réponse. Semble comme celui qui veut connecter, non juste parler de son histoire. Il m'accusait de vouloir détruire son couple. L'accusation m'a fait rire, d'un rire amer qui ressemblait à un sanglot. Détruire son couple? Comme si c'était moi qui avais vidé sa maison, comme si c'était moi qui avais vendu ses souvenirs pour une poignée d'euros, comme si c'était moi qui avais jeté 40 ans de travail à la poubelle. Mais Philippe ne le voyait pas ainsi. Pour lui, j'étais la méchante, la mère acariâtre, la vieille femme attachée à ses possessions matérielles au point d'en oublier sa famille. Céline avait bien travaillé. J'ai appris plus tard, par des amis communs, comment elle avait orchestré sa campagne. Les commentaires distillés pendant des mois. « Maman devient vraiment difficile, tu ne trouves pas? Cette maison ressemble à un musée poussiéreux. Elle tient plus à ses meubles qu'à nous. Elle est en train de devenir comme ces vieilles femmes seules qui se noient dans leurs souvenirs. » Goutte à goutte, jour après jour, jusqu'à ce que Philippe soit convaincu que vider ma maison était un acte d'amour. La manipulation psychologique est un art subtil. Céline le maîtrisait parfaitement. 1 an après les événements, je n'avais toujours pas de nouvelles de Philippe. Mes meubles étaient revenus, en partie du moins. Ma maison ressemblait à nouveau à ma maison. Mais quelque chose manquait, quelque chose que je ne pouvais pas restaurer comme je restaurais le bois abîmé. C'est à cette époque que Marguerite Dufresne est entrée dans ma vie.
Marguerite était présidente de l'Association pour la préservation du patrimoine toulousain. Une femme de 68 ans, ancienne conservatrice de musée, avec une crinière blanche qu'elle refusait de teindre et des yeux d'un vert perçant qui semblaient lire dans vos pensées. Elle avait entendu parler de mon histoire, de la commode Louis XVI, des procès, de la mobilisation du réseau des antiquaires. Madame Beaumont, m'a-t-elle dit lors de notre première rencontre, vous avez fait quelque chose de remarquable. Vous avez prouvé que le patrimoine a de la valeur, que les savoir-faire anciens méritent d'être défendus, que les antiquités ne sont pas de vieux meubles encombrants bons pour la décharge. J'ai haussé les épaules. Je n'ai fait que récupérer ce qui m'appartenait. Non, a-t-elle insisté, vous avez fait bien plus que cela. Vous avez rappelé à tout le monde que ces objets sont des témoins de notre histoire, qu'ils portent en eux la trace des artisans qui les ont créés. Que les détruire ou les brader, c'est effacer une partie de notre mémoire collective. Elle m'a regardée avec une intensité qui m'amuse mal à l'aise. Nous voudrions que vous témoigniez lors de notre prochaine conférence, que vous parliez de votre travail de restauration, que vous montriez vos photos avant et après, que vous expliquiez ce que signifie sauver un meuble. Je n'ai pas accepté tout de suite. L'idée de parler en public me terrifiait. J'avais passé ma vie dans l'ombre de mon atelier, seule avec mes outils et mes meubles. Même à l'époque où j'avais des clients, c'était Roger qui s'occupait des relations commerciales. Moi, je travaillais, c'était tout. Mais Marguerite a insisté. Et Bernard aussi, et Maurice, et tous ces gens qui avaient formé autour de moi une famille de substitution pendant les mois les plus difficiles. Alors, j'ai dit oui. La conférence a eu lieu un samedi d'octobre, dans la salle des fêtes de la mairie de Toulouse. Il y avait plus de 200 personnes dans le public. Des antiquaires, des collectionneurs, des amateurs d'art, mais aussi des jeunes, des curieux, des gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans un atelier de restauration de leur vie. Je me souviens d'être montée sur scène avec les jambes qui tremblaient. J'avais préparé un texte, mais je l'ai oublié dès que j'ai vu tous ces visages tournés vers moi. Alors, j'ai parlé avec mon cœur. J'ai raconté l'oncle Marcel et son atelier de la rue des Arts. J'ai raconté Roger et notre premier meuble restauré ensemble, une petite table de chevet Louis-Philippe que nous avions trouvée dans un tas de ferrailles. J'ai raconté la commode Louis XVI et ses 2 ans de travail. J'ai raconté la trahison et la douleur. J'ai raconté la reconquête et la solidarité. Quand j'ai terminé, il y a eu un silence. Un de ces silences qui vous font vous demander si vous avez dit quelque chose de mal, si vous vous êtes ridiculisé, si tout le monde attend que vous quittiez la scène. Et puis, les applaudissements ont commencé. Ils ont duré si longtemps que j'ai dû m'asseoir. Mes jambes ne me portaient plus. Mais cette fois, ce n'était pas de fatigue, c'était d'émotion. Après la conférence, une jeune femme est venue me voir. Elle s'appelait Léa, 28 ans, designer de meubles contemporains. Madame Beaumont, m'a-t-elle dit, j'ai fait des études de design. Pendant tout mon cursus, on m'a appris que le moderne était l'avenir et que l'ancien était mort. On m'a dit que les techniques traditionnelles étaient dépassées, inefficaces, bonnes pour les musées. Et puis, je vous ai écouté et j'ai compris que j'avais raté quelque chose d'essentiel. Elle a pris une grande inspiration. Vous accepteriez de m'apprendre ? Pas pour abandonner le design contemporain, mais pour comprendre d'où viennent les formes que je crée, pour avoir les bases, pour savoir ce que signifie vraiment travailler le bois. J'ai été tellement surprise que je n'ai pas su quoi répondre. Mais l'idée a fait son chemin. 18 mois plus tard, l'atelier de restauration de la rue des Arts a rouvert. Pas exactement le même atelier, bien sûr. Celui de l'oncle Marcel avait été transformé en boutique de téléphone portable depuis des années. Mais le local d'à côté était disponible. Un ancien garage avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière du sud. L'association de Marguerite a financé les travaux, la mairie a accordé une subvention, des antiquaires ont fait don de matériel. Et moi, j'enseigne. Tous les mercredis et samedis, une dizaine d'élèves viennent apprendre l'art de la restauration. Des jeunes comme Léa, curieux de retrouver des savoirs perdus, des retraités comme moi, qui veulent occuper leurs mains et leur esprit, des artisans qui cherchent à élargir leurs compétences.
Nous travaillons sur des meubles que les gens nous apportent, des commodes fatiguées, des chaises bancales, des tables au plaquage décollé, des pièces sans grande valeur marchande, mais pleines de souvenirs pour leurs propriétaires. Mes élèves les restaurent, et en les restaurant, ils apprennent à voir, à toucher, à sentir, à comprendre ce que signifie donner une seconde vie à quelque chose qu'on croyait perdu. La commode Louis XVI trône dans l'atelier. Elle n'est pas à vendre, elle ne sera jamais à vendre. Mais elle est là, visible, comme un rappel de ce qui est possible quand on refuse d'abandonner. Et pour ceux d'entre vous qui se demandent ce qui est arrivé à Philippe et Céline, je vais vous le dire. Leur mariage n'a pas survécu au procès. Je n'en ai pas tiré de satisfaction. Je ne souhaitais pas la destruction de leur couple. Je voulais simplement récupérer ce qui m'appartenait. Mais les tensions liées aux poursuites judiciaires ont fait éclater au grand jour des problèmes qui couvaient depuis longtemps. Les dettes de Céline que Philippe ignorait, ses mensonges sur d'autres sujets, sa façon de manipuler, de contrôler, d'isoler. Philippe a fini par ouvrir les yeux. Le divorce a été prononcé il y a 8 mois. Depuis, mon fils et moi avons recommencé à nous parler, lentement, prudemment, comme deux personnes qui apprennent à se connaître à nouveau après une longue séparation. Ce n'est pas facile. Il y a des choses qui ont été dites qu'on ne peut pas effacer, des blessures qui ne cicatriseront peut-être jamais complètement, des questions qui restent sans réponse. Comment as-tu pu, Philippe? Comment as-tu pu laisser faire? Je ne sais pas, maman. Je ne sais vraiment pas. Nous avançons un pas après l'autre. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Parfois, quand il vient me rendre visite, je vois dans ses yeux le petit garçon qu'il était, celui qui m'apportait ses jouets cassés pour que je les répare, celui qui s'émerveillait devant les meubles de l'oncle Marcel. Ce petit garçon n'a pas complètement disparu. Il était juste enfoui sous des couches de manipulation et de mensonges. Nous travaillons à le retrouver. Et Céline? Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je ne veux pas le savoir. Elle fait partie du passé maintenant. Un passé que je refuse de ressasser. La vie est trop courte pour la gaspiller en amertume. C'est une leçon que j'ai apprise pendant ces 2 années terribles. Une leçon qui m'a coûté cher, mais que je n'oublierai jamais. Les objets peuvent être remplacés. Les relations, c'est plus compliqué. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on transmet. Le savoir, la passion, l'amour du beau travail. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. L'histoire d'une commode Louis XVI qui a failli disparaître à jamais. L'histoire d'une femme de 73 ans qui a décidé de se battre. L'histoire d'un réseau de solidarité qui s'est formé autour d'elle. L'histoire d'un savoir-faire qui a failli mourir et qui, finalement, continue de vivre. Si vous avez écouté jusqu'ici, je vous remercie. Du fond du cœur. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que cette histoire vous a inspiré. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, si vous avez chez vous des meubles anciens, des objets que vos parents ou grands-parents vous ont transmis, prenez-en soin. Ne les bradez pas, ne les jetez pas. Ce ne sont pas de vieux trucs encombrants, ce sont des témoins de votre histoire, des fragments du passé qui méritent de continuer à exister. Hier soir, j'étais dans mon atelier, celui de la rue des Arts. Il était tard. Mes élèves étaient partis depuis longtemps. Je travaillais seule sur une petite table de toilette que quelqu'un nous avait confiée. Une pièce modeste, année 1920, avec un miroir ovale dont le teint était piqué par l'âge. J'avais les mains pleines de cire, cette odeur de cire d'abeille que j'ai respirée toute ma vie, qui me ramène à l'atelier de l'oncle Marcel, à mes 20 ans, à tout ce que j'ai été et à tout ce que je suis encore. La commode Louis XVI était là, dans son coin, baignée par la lumière dorée de la lampe. Je l'ai regardée. J'ai souri. « Tu es toujours là ?» ai-je murmuré. « Après tout ce qu'on a traversé, tu es toujours là. » Elle n'a pas répondu, bien sûr. Les meubles ne parlent pas. Mais parfois, quand je pose mes mains sur le bois tiède,
J'ai l'impression d'entendre quelque chose, un murmure, un écho, la voix de tous ceux qui ont touché ce meuble avant moi. Les ébénistes du XVIIIe siècle, les propriétaires successifs, Roger qui m'avait aidé à la porter le jour où nous l'avions ramené de Bordeaux. Ils sont tous là, quelque part, dans les fibres du bois, dans la patine des bronzes, dans les veines du marbre. C'est peut-être ça, finalement, la vraie magie des antiquités. Ce n'est pas leur valeur marchande, ce n'est pas leur beauté. C'est cette continuité qu'elles représentent, ce fil invisible qui relie le passé au présent, ces histoires silencieuses qu'elles portent en elles. Je fais partie de ces histoires maintenant. Ma commode et moi, nous avons écrit notre propre chapitre. Pas le plus facile, pas le plus heureux, mais le nôtre. Et quand je ne serai plus là, quelqu'un d'autre prendra le relais. Un de mes élèves peut-être. Quelqu'un qui aura appris à voir, à toucher, à sentir. Quelqu'un qui continuera à préserver ce qui mérite de l'être. La transmission. C'est ça, au fond, qui compte. J'ai 75 ans maintenant. Mes mains tremblent un peu plus qu'avant. Mes yeux fatiguent plus vite. Mon dos proteste quand je reste trop longtemps penché sur un meuble. Mais je continue. Tous les mercredis et samedis, mes élèves arrivent à l'atelier. Je leur montre comment tenir un outil, comment préparer une colle, comment reconnaître les différentes essences de bois, comment respecter l'objet qu'on restaure, ne pas chercher à le rendre comme neuf, mais à préserver les traces de son histoire. Ils m'écoutent, ils apprennent, ils transmettront à leur tour. C'est ma victoire, ma vraie victoire. Pas l'argent récupéré, pas les procès gagnés, pas même les meubles revenus à la maison. Ma victoire, c'est que le savoir continue de circuler, que l'amour du beau travail ne meurt pas avec moi, que quelque part, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, quelqu'un dira « J'ai appris avec une dame qui avait appris avec son oncle, qui avait appris avec son père, et ainsi de suite jusqu'au début des temps ». C'est ça la vraie réponse à Céline et à tous ceux qui pensent comme elle. Les modes passent, le minimalisme scandinave sera remplacé par autre chose, qui sera remplacé par autre chose encore. C'est le cycle normal des tendances. Mais le bois reste, la cire reste, le savoir-faire reste. Il suffit de quelques mains pour le porter. Alors voilà, mon histoire touche à sa fin. Je vous ai raconté ma descente aux enfers et ma remontée vers la lumière. Je vous ai montré mes cicatrices et mes victoires. Je vous ai ouvert les portes de mon atelier et de mon cœur. Qu'allez-vous faire de tout cela? Je ne sais pas. C'est à vous de décider. Peut-être que demain, vous regarderez différemment le vieux buffet hérité de votre grand-mère. Peut-être que vous ferez réparer cette commode qui dort au grenier depuis des années. Peut-être que vous irez visiter un atelier de restauration près de chez vous. Ou peut-être pas. Mais si mon histoire vous a fait réfléchir, ne serait-ce qu'un instant, alors elle n'aura pas été racontée en vain. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre histoire. Prenez soin des objets qui la portent. Et si jamais vous passez par Toulouse, rue des Arts, poussez la porte de l'atelier. Je serai là, les mains dans la cire, en train de redonner vie à quelque chose qu'on croyait perdu. Comme toujours, comme je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. Merci de m'avoir écouté. La lumière décline maintenant sur les toits de Toulouse. À travers les fenêtres de l'atelier, je vois le ciel passer du bleu au rose, puis à l'orange. Cette heure que les photographes appellent l'heure dorée. Je range mes outils, je nettoie mon établi, je vérifie que tout est en ordre pour demain. Mes gestes sont les mêmes depuis 60 ans, les mêmes que ceux de l'oncle Marcel, les mêmes que ceux de son père avant lui. Il y a quelque chose de réconfortant dans cette répétition, une sorte de méditation, un rituel qui me rattache à quelque chose de plus grand que moi. Je m'arrête devant la commode Louis XVI. Je pose ma main sur le bois. « Bonne nuit », dis-je à voix basse. Puis je ferme l'atelier et je rentre chez moi, dans cette maison qui ressemble à nouveau à ma maison, avec ses meubles revenus de leur exil forcé, ses souvenirs accrochés au mur, ses odeurs familières de bois et de temps. Demain sera un autre jour, un autre meuble à sauver, un autre élève à guider,
une autre histoire à écrire dans cette longue chaîne qui relie le passé à l'avenir. Je ne sais pas combien de jours il me reste. À 75 ans, on apprend à ne pas faire de plans trop lointains. Mais je sais une chose avec certitude. Chaque jour qui me sera donné, je le passerai à faire ce que j'aime, à préserver ce qui mérite de l'être, à transmettre ce que j'ai appris. C'est tout ce qui compte finalement, c'est tout ce qui reste, et c'est bien plus que suffisant. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui compte pour vous, quelqu'un qui comprendra, quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre qu'on peut se relever même quand tout semble perdu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains récits. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire d'où vous m'écoutez et ce que cette histoire a éveillé en vous. À très bientôt. Prenez soin de vous.